Le 11 mai 1996, un homme gîte sans vie dans la neige sur le mont Everest. Son visage est noir d'engelures et ses mains gelées, dures comme la pierre. 2 équipes de secours l'ont déjà trouvé et vérifié ses bâtons. Et les 2 fois, ils sont arrivés à la même conclusion. Ce gars est mort. Ils ont même dit à sa femme que son corps resterait là-haut à jamais. Mais quelques heures plus tard, un événement va défier tous les principes de la médecine en altitude. Ce qu'aucun médecin, alpiniste ou scientifique ne pourra jamais expliquer. Voici l'incroyable histoire de Beck Withers, bienvenue dans l'extrême. Si vous aviez regardé le camp de base du mont Everest juste après minuit, le 10 mai 1996, vous auriez vu quelque chose qui aurait rendu n'importe quel alpiniste expérimenté incroyablement mal à l'aise. Près de 30 alpinistes de diverses expéditions visaient le sommet le même jour. Sur l'Everest, même un seul retard peut coûter la vie. Certaines sections ne sont accessibles qu'à une personne à la fois, comme la marche Hillary, un mur rocheux et glacé de 12 mètres à 8748 mètres d'altitude. 30 personnes essayant de passer par ces goulets d'étranglement, cela signifie un embouteillage sur la plus haute montagne du monde. Et ici, au-dessus de 7900 mètres, rester immobile signifie mourir plus lentement. À ces altitudes, il n'y a qu'environ un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer. Votre corps ne peut littéralement pas soutenir la vie là-haut. Même avec de l'oxygène supplémentaire, votre cœur bat à 140 battements par minute, rien que pour vous maintenir conscient. Votre sang s'épaissit, votre cerveau s'éteint. La plupart des gens ne peuvent pas survivre plus de 16 à 20 heures dans la zone de la mort. Le vrai problème cette nuit-là, ce n'était pas la foule, mais la météo. Depuis plusieurs jours, des rapports annonçaient un vaste orage en formation, prévu à son pic sur l'Everest le 11 mai. Les alpinistes avaient une seule mission, monter rapidement et redescendre tout aussi vite avant que la tempête n'arrive. Parmi eux se trouvait Beck Withers, pathologiste de 49 ans de Dallas, Texas. Il était en forme, expérimenté, et se préparait pour ce moment depuis des années. Il relevait le défi des 7 sommets qui consiste à gravir le point culminant de chaque continent, et l'Everest allait être son couronnement. Mais Beck ignorait qu'un acte banal commis 18 mois plus tôt allait le placer dans une situation particulière. Aucun être humain ne devrait survivre dans les prochaines heures. Mais nous y reviendrons dans un instant. Petit détour sur ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avant-première à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rendez-vous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Beck était un client de l'équipe Adventure Consultant de Rob Hall. Rob Hall était un guide légendaire de Nouvelle-Zélande qui avait atteint le sommet de l'Everest 5 fois. Sur cette montagne, Rob Hall était la personne idéale à qui confier sa vie. L'équipe comprenait également un employé des postes nommé Doug Hansen qui tentait l'ascension pour la 2e fois après avoir échoué l'année précédente. Une femme d'affaires japonaise nommée Yasuko Namba et un journaliste nommé John Krakauer. Juste après minuit, le 10 mai, Beck et une trentaine d'alpinistes ont entamé leur dernière ascension vers le sommet. Et au début, tout semblait aller bien. Les conditions étaient difficiles mais gérables, exactement comme ils s'y attendaient. Rob, chef de l'expédition, les menait à bon rythme. Le plan était simple, atteindre le sommet tôt l'après-midi, puis redescendre au camp 4 avant la nuit. Mais alors qu'il grimpait un peu plus haut dans l'obscurité, Beck a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Sa vision devenait floue. Au début, ce n'était qu'un peu étrange. Il pensa que c'était le froid ou l'altitude, puis continua à grimper. Mais plus il montait, plus ça empirait. À environ 8200 mètres, Beck a remarqué qu'il ne voyait plus bien. Les formes étaient floues, les distances difficiles à évaluer. Puis, ils ont rencontré leur premier gros problème au balcon à 8350 mètres. Les cordes fixes, censées aider les grimpeurs, n'étaient pas en place car les Sherpas ne les avaient pas encore installés. Tous ont dû s'arrêter et attendre pendant que les guides réglaient le problème, perdant près d'1 heure précieuse. Pendant cette attente, alors que l'aube commençait à poindre sur l'Himalaya, Beck s'est rendu compte de quelque chose de terrifiant. Il n'était plus seulement flou, il pouvait à peine voir quoi que ce soit. Il était en train de devenir aveugle. Beck a immédiatement prévenu Rob Hall. Rob a compris la gravité de la situation. On ne peut pas escalader l'Everest en étant aveugle. Un faux pas et c'est la chute mortelle de plusieurs milliers de mètres. Rob a donc pris une décision. Il a demandé à Beck de s'asseoir au balcon et d'attendre. Peut-être que la vue de Beck s'améliorerait une fois le soleil levé. « Attends ici », a dit Rob. « Quand je reviendrai du sommet, on descendra ensemble. » Beck a accepté. Que pouvait-il faire d'autre ?
Alors, il s'est assis à 27 400 pieds pour attendre et il finirait par rester là plus de 10 heures pendant que tout s'effondrait autour de lui. Voici ce qui a causé le problème de vision de Beck. 18 mois plus tôt, Beck avait subi une intervention chirurgicale appelée kératotomie radiaire pour corriger sa myopie. Le chirurgien réalise de petites incisions en rayons dans la cornée. Les incisions aplatissent la cornée et corrigent à la vision. L'opération de Beck a parfaitement réussi. En 1994, presque personne ne savait que la kératotomie radiaire crée des faiblesses permanentes dans la cornée. Lorsque l'œil ne reçoit pas assez d'oxygène, ses points faibles enflent, ce qui fait que la cornée s'aplatit encore plus que prévu. Votre vision parfaite au niveau de la mer devient soudainement déformée. Alors que Beck pensait avoir résolu ses problèmes de vision avant d'aller à l'Everest, il a en réalité emporté un danger médical caché qui s'est déclenché au pire moment et endroit. Beck, désormais aveugle, attendait assis au balcon que Rob Hall revienne le guider en bas. Mais Rob Hall avait aussi ses propres difficultés là-haut. Voyez-vous, Rob et le reste de l'équipe avaient rencontré un autre énorme goulot d'étranglement à la marche Hillary. Les cordes fixes n'étaient toujours pas installées. Encore des retards, plus d'oxygène consommé, plus de temps précieux perdu. À ce moment, Rob a commencé à être nerveux. Ils étaient déjà en retard sur le planning avant cela. Sur l'Everest, il faut impérativement faire demi-tour avant 14 heures, quoi qu'il arrive. Parce que si tu es encore là-haut dans la zone de la mort quand la nuit tombe, tu vas probablement mourir. Mais voici la réalité brutale. Ses clients avaient payé 65 000 $ chacun, certains allant jusqu'à hypothéquer leur maison. C'était leur rêve, et Rob savait que s'il les faisait redescendre maintenant à seulement 1 heure du sommet, il serait dévasté. Rob a pris une décision qui marquerait l'alpinisme pendant des décennies. Il les a laissés continuer. Les premiers alpinistes ont atteint le sommet à 13 heures, d'autres à 14 heures, puis à 15 heures, Doug Hansen, le dernier alpiniste, a atteint le sommet vers 16 heures. Et Rob s'est resté là-haut avec lui tout le temps, s'assurant que son client réalise son rêve. Parce que c'était le genre d'homme qui était Rob Hall. Et bien que ce sentiment soit vraiment admirable, il allait revenir hanter Rob de la pire façon possible. Parce que tout au long de cette journée, alors que les alpinistes célébraient au sommet, quelque chose se passait que personne ne pouvait encore voir. Aux alentours de 15 heures, la neige a commencé à tomber par légèretés bourrasques, puis s'est intensifiée vers 16 heures et 17 heures. Le vent s'est levé. Et puis à 18 heures, tout a changé. Le vent était passé d'une brise à un train de marchandises en quelques secondes. Soudain, il atteignait 110 km/h avec des rafales de plus de 160 proches d'un ouragan. Dans un endroit où le corps humain fonctionne déjà à la limite absolue de la survie. Pire encore, la visibilité a disparu. Un instant, la personne était devant vous, l'instant suivant, disparu, seulement du blanc partout. Les alpinistes ont comparé cela à être pris dans une bouteille de lait. Vous vous souvenez de la tempête dont je vous ai parlé plus tôt, celle qui devait frapper le 11 mai? Eh bien, elle est arrivée un jour entier plus tôt que ce que tout le monde avait prévu. En descendant l'Everest, Rob savait les alpinistes en grand danger. Il avait désormais des clients épuisés, éparpillés, en haut de la montagne, alors qu'une tempête de neige approchait et que la nuit tombait dans quelques heures. Pire, Doug Hansen était totalement épuisé. Ses jambes ne répondaient plus, son oxygène d'appoint était épuisé, et sans cela, son corps s'effondrait rapidement. Rob a tout essayé pour faire avancer Doug, mais Doug n'y arrivait pas, et Rob a refusé de l'abandonner. Alors que les autres alpinistes tentaient désespérément de redescendre, Rob est resté avec Doug près du sommet sud, espérant contre toute attente que Doug trouverait la force de bouger. Pendant ce temps, en bas au balcon, Beck Withers était assis là, complètement seul, aveugle, depuis plus de 10 heures maintenant, attendant que Rob revienne comme il l'avait promis. Il n'avait aucune idée que Rob était piégé bien au-dessus de lui ou que la tempête était arrivée plus tôt que prévu. Assis dans le froid, Beck a ressenti une sensation étrange. Il se sentait au chaud, à l'aise, même comme s'il était de retour chez lui dans son lit à Dallas, avec la lumière du soleil du Texas qui traversait la fenêtre. Beck ignorait que la chaleur qu'il ressentait était en réalité due à l'hypothermie. Sa température corporelle chutait si bas que son cerveau commençait à s'éteindre. Il mourait de froid, mais son cerveau lui faisait croire qu'il était au chaud et en sécurité. Il est possible que Beck soit mort là et que nous ne racontions pas cette histoire. À ce moment, un guide nommé Mike Groom est apparu dans la tempête de neige avec un groupe d'une dizaine d'alpinistes.
Ils ne faisaient pas tous partie de la même expédition. La tempête avait pris tout le monde au dépourvu, et maintenant des alpinistes de différentes équipes s'unissaient simplement pour essayer de survivre. Les clients de Mike Groom, ceux de Rob, des inconnus jusqu'alors, descendaient ensemble en titubant dans la tempête de neige. Quand Mike a trouvé Beck assis là, seul, à peine conscient, il a su que Beck ne pouvait pas rester là. Il a aidé Beck à se relever et à avancer avec le groupe. Mais souvenez-vous, Beck était resté immobile à 27 400 pieds pendant 10 heures. Son corps fonctionnait à peine, il souffrait d'une hypothermie sévère, manquait d'oxygène et était complètement aveugle. Le groupe a entamé la descente ensemble, Beck trébuchant en marchant. Dans ce brouillard, nul ne voyait où il allait. Le vent hurlait à plus de 110 km/h. Ils ont marché pendant des heures. Ils auraient déjà dû atteindre le camp 4, mais il n'y avait rien, juste du blanc à perte de vue dans toutes les directions. Ils ont vite réalisé quelque chose de terrifiant. Ils étaient complètement perdus, quelque part sur le col sud, dans des vents de force ouragan. Dans la zone de la mort, leur oxygène diminuait. Ayant pris le mauvais chemin, ils ignorèrent leur position exacte. À bout de force, les alpinistes se sont effondrés les uns après les autres. Ils se sont blottis les uns contre les autres dans la neige, essayant de préserver la moindre chaleur corporelle qu'il leur restait. Et c'est là que Beck Withers s'est effondré lui aussi. Plus tard, ils découvriraient qu'ils avaient tourné en rond. Ils n'étaient qu'à environ 20 mètres du bord d'une falaise massive appelée la face Kangshung. S'ils avaient de marcher un peu plus loin dans cette direction, ils seraient de tomber directement de la montagne. Mais ils ne le savaient pas encore. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient à bout. Mais vers minuit, il y a eu un bref moment où la tempête s'est suffisamment calmée pour qu'ils puissent rarement voir des lumières au loin. Le camp 4 était à environ 150 mètres, soit moins de 2 terrains de football, si proches. Dans leur état, cela aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Certains alpinistes parmi les plus forts ont tenté leur chance. Ils se sont levés et ont titubé vers ces lumières, et d'une manière ou d'une autre, ils y sont arrivés. Arrivés au camp 4, ils ont aussitôt prévenu les autres des personnes restées dans la tempête. C'est à ce moment-là qu'un Russe nommé Anatoly Boukreev a fait quelque chose d'absolument incroyable. Ce gars avait déjà gravi l'Everest sans oxygène plus tôt et était ensuite redescendu au camp 4. Épuisé, il n'a pas hésité en apprenant que des gens mouraient là-bas. Il a attrapé sa lampe frontale et est reparti dans cette tempête de neige à 8000 mètres d'altitude dans l'obscurité totale. Boukreev a fait plusieurs allers-retours dans la tempête cette nuit-là. À chaque fois, il bravait la tempête de neige, trouvait quelqu'un et le ramenait au camp. Il a sauvé 3 personnes cette nuit-là par sa volonté et son courage. Mais quand Boukreev a vu Beck, il a dû prendre une décision difficile. À ce moment, Beck gisait, le visage noirci et gelé, souffrant de gelure. Sa veste était ouverte et pleine de neige. Son gant droit avait disparu. Et sa main nue devenait grise et dure, comme de la viande congelée. Son bras droit, gelé en l'air dans une position grotesque, restait immobile. Boukreev a vérifié son pouls. Il était là, mais si faible qu'il le percevait à peine. Maintenant, je veux que tu imagines que tu es Anatoly Boukreev, là tout de suite. Tu te tiens à 8000 mètres dans la zone de la mort. Tu as déjà gravi l'Everest aujourd'hui sans oxygène et effectué plusieurs sauvetages sous une tempête de neige mortelle. Tu es épuisé, ton corps est en train de lâcher, et maintenant tu regardes 2 personnes qui semblent être en train de mourir ou déjà mortes. Tu sais que si tu essayes de les déplacer, ça pourrait te tuer aussi. Et si tu meurs, tu ne pourras sauver personne d'autre. Que fais-tu ? Boukreev a choisi la seule option possible. Les laisser et retourner aider ceux qui pouvaient encore être sauvés. Et juste comme ça, Beck Withers a été laissé pour mort pour la première fois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, vers 6 heures, le 11 mai, un médecin canadien nommé Stuart Hutchison s'est réveillé au camp 4 avec une pensée qui ne le quittait pas. Stuart faisait partie des clients de Rob Hall qui avait fait demi-tour avant d'atteindre le sommet la veille. Contrairement aux autres, il a choisi de faire demi-tour en comprenant que les retards c'était trop risqué. Alors que la plupart des survivants au camp étaient trop épuisés ou trop traumatisés pour bouger, Stuart ne pouvait pas s'empêcher de penser aux personnes qui étaient restées dehors dans la tempête. Alors Stuart a pris avec lui quelques Sherpas et est reparti vérifier. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un était encore en vie. Quand ils sont arrivés à l'endroit où Beck avait été laissé, il était complètement enseveli sous la neige. Seules ses mains et ses pieds étaient visibles, dépassant de la neige. Stuart et les Sherpas ont commencé à dégager la glace de son visage et lorsqu'ils ont enfin réussi, Stuart a vérifié son pouls.
Il était à peine perceptible, mais il était là. Mais l'état de Beck était catastrophique. Son visage était complètement noir, gelé, avec de la glace partout, et son bras droit était déjà mort. Stuart Hutchison a plus tard affirmé que Beck Withers était le patient le plus proche de la mort tout en respirant qu'il ait jamais vu dans sa carrière médicale. Il percevait à peine le pouls carotidien de Beck, le dernier que l'on perd avant de mourir. Selon toutes les normes médicales, Stuart savait que Beck Withers était condamné. Son corps ne s'était pas encore arrêté, alors Stuart a fait le seul choix possible. Il a laissé Beck et est revenu au camp qu'à refaire son rapport. Beck Withers a été déclaré mort pour la deuxième fois. Le 11 mai 1996, à 6 heures, Peach Withers a reçu un appel chez elle à Dallas. C'était un appel des Adventure Consultants en Nouvelle-Zélande. Ils lui ont dit que son mari était décédé sur le mont Everest. Ils ont indiqué que Beck était resté allongé à moins 40 degrés Fahrenheit pendant 18 heures et inconscient dans un coma hypothermique depuis 15 heures. Tous les spécialistes de la médecine en haute altitude disaient « cet homme devrait être mort ». Tous ceux qui l'avaient examiné pensaient qu'il était mort. Et pourtant, à 16 heures, cet après-midi-là, Beck Withers a ouvert les yeux. Au début, il était vraiment confus. Il a dit avoir d'abord ressenti chaleur et réconfort. Il croyait être dans son lit à Dallas, baigné par la lumière du soleil du Texas. Mais ensuite, quelque chose s'est produit que Beck ne pouvait pas vraiment expliquer. Même des années plus tard, sa famille est apparue dans son esprit. Pas comme un souvenir ou une photo. Il disait qu'ils apparaissaient unis avec une telle netteté qu'on aurait cru qu'ils allaient lui parler. Sa femme Peach, sa fille Meg, son fils Bub et Beck comprenaient en quelque chose avec une clarté parfaite. Il a dit plus tard que c'était comme entendre une voix qui lui disait « Si tu ne te lèves pas maintenant, tu ne les reverras jamais ». Voici ce qui rend ce moment si profond. Beck Withers fuyait sa famille depuis des années. Beck souffrait d'une grave dépression potentiellement mortelle depuis l'université. Pendant plus de 20 ans, ce qu'il appelait « le chien noir » le rongeait quotidiennement. Il n'en a jamais parlé. Vers 30 ans, Beck a découvert par hasard qu'en poussant son corps à l'extrême par des efforts physiques intenses, sa dépression disparaissait temporairement. Cette absence de pensée, ce silence mental, était la chose la plus agréable qu'il ait jamais connue. Alors, à 40 ans, Beck s'est lancé dans l'alpinisme, et les montagnes sont devenues son échappatoire à la dépression. L'alpinisme en haute altitude lui procurait un silence total dans sa tête grâce à un épuisement physique brutal. Finalement, les montagnes ne furent dire plus une échappatoire, mais devinrent une obsession. Son programme d'entraînement était complètement fou. Il se réveillait à 4 heures du matin, il s'entraînait, puis passait la journée à l'hôpital comme pathologiste. Il rentrait, parlait brièvement à sa famille et s'endormait à 20 heures d'Esbjerg. Ensuite, il partait des semaines entières en expédition. Sa fille Meg disait « Il s'entraînait toute la journée, je ne le voyais jamais ». Ensuite, il partait escalader ces montagnes des semaines entières. C'était difficile pour moi car mon père me manquait et je voulais sa présence. Son fils était encore plus direct. Je ne remarquais même pas son départ, il était déjà absent en sa présence. Au printemps 1996, après 20 ans de mariage, Beck et Peach étaient au point de rupture. Peach voulait divorcer. Elle a décidé cela pendant que Beck préparait son expédition à l'Everest. Mais elle n'allait pas lui annoncer pendant qu'il était sur la montagne, elle comptait attendre son retour. Ainsi, Beck est parti pour l'Everest en mai 1996 sans se douter qu'à son retour, son mariage serait terminé. Cet homme qui avait passé 2 décennies à fuir sa famille, qui les avait repoussés si loin que sa femme prévoyait de le quitter et que ses enfants le connaissaient à peine, était maintenant allongé là, mourant sur l'Everest. Et que se passe-t-il dans son esprit alors qu'il est au seuil de la mort ? Ni ses succès professionnels, ni les sommets gravis, mais les visages de la famille qu'il fuyait. Et cette vision a sauvé la vie de Beck Withers, a-t-il dit plus tard. Je ne suis ni religieux ni particulièrement spirituel, mais je peux vous dire qu'une force en moi a rejeté la mort. À la dernière minute, Beck a vérifié son corps. Il a tenté de bouger sa main droite, la frappant contre la glace, ce qui a produit un son creux semblable au bois. Et ce bruit l'a brutalement ramené à la réalité. Ce n'était pas un lit, ce n'était pas un rêve, c'était réel. À cet instant, Beck Withers a choisi de survivre. L'état physique de Beck Withers lorsqu'il a repris connaissance aurait dû rendre tout mouvement complètement impossible. Il était aveugle d'un œil. De l'autre œil, il voyait à peine à 1,3 m au plus. Sa main droite était inutilisable. Sa main gauche était gravement gelée. Tout son corps était engourdi par l'hypothermie. Désorienté et confus par l'altitude, il n'avait ni mangé ni bu depuis des heures.
Son oxygène supplémentaire était complètement épuisé. Le camp 4 se trouvait à environ 300 mètres. C'est moins de 400 mètres, soit environ 2 minutes de marche au niveau de la mer. Mais à 26 000 pieds, gravement gelé, en hypothermie et presque aveugle, cette distance aurait pu sembler 300 miles. Beck Withers s'est relevé. Plus tard, il a dit « Je pensais avoir 3 ou 4 heures à vivre, alors j'ai marché ». Il a utilisé le peu de vision qui lui restait dans un œil. Il s'est fié à sa mémoire de l'emplacement du camp. Il trébuchait sans cesse, il tombait, il se relevait, il retombait. Il n'avait aucune perception de la profondeur, donc il ne pouvait pas juger où se trouvait le sol. Ses pieds lui semblaient en porcelaine, comme s'ils allaient en se briser à chaque pas. Mais Beck Withers avait passé des décennies à entraîner son corps à endurer la souffrance. Il avait passé des années à se pousser jusqu'à la limite absolue pour échapper à sa dépression, et il utilisait maintenant cette discipline, a-t-il dit. Tant que mes jambes pouvaient en courir et que je pouvais me tenir debout, j'allais avancer vers ce camp. Si je tombais, j'allais me relever. Et si je retombais, j'allais me relever encore et j'allais continuer à avancer jusqu'à atteindre ce camp, être incapable de me relever ou disparaître de cette montagne. Le trajet lui a probablement pris entre 30 et 60 minutes, 30 à 60 minutes de chute, de relèvement et de progression en trébuchant à travers l'environnement le plus hostile de toute la planète. Mais il y est arrivé, à environ 16h35, le 11 mai, Beck Withers a trébuché jusqu'au camp 4, provoquant la stupéfaction et l'incrédulité totale de tous les alpinistes présents sur la montagne. Todd Burleson, alpiniste américain présent, a ensuite raconté « Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Cet homme n'avait pas de visage. Il était complètement noir, d'un noir profond, comme s'il avait une croûte sur lui. Sa veste ouverte à la taille était pleine de neige. Son bras droit, nu, gelé, était levé. Il ne pouvait pas le baisser. Sa peau semblait être du marbre, blanche, sans trace de sang. Réfléchis-y un instant. On avait annoncé aux alpinistes la mort de Beck Withers. Certains avaient même aidé à appeler Pitch Withers pour lui annoncer la mort de son mari sur la montagne. Ils l'avaient abandonné et avaient fait leur deuil de sa mort. Et voilà qu'il arrivait au camp par ses propres moyens. Mais voilà le problème. Malgré ce retour absolument miraculeux, le sombre diagnostic médical restait inchangé. Personne ne croyait que Beck Withers survivrait à la nuit. Ils l'ont installé dans une tente, donné des sacs de couchage, des bouillottes et une injection de stéroïdes, puis l'ont laissé mourir le plus confortablement possible. Mais Beck, même dans son état, a gardé son sens de l'humour. Quand les alpinistes l'ont retrouvé, il a plaisanté. On m'avait dit que ce voyage coûterait un bras et une jambe. Jusqu'ici, j'ai eu plus de chance. Beck a survécu une nuit supplémentaire et le 12 mai au matin, alors que les survivants s'apprêtaient à partir, ils ont retrouvé Beck Withers vivant. Toujours cohérent, à la grande surprise de tous, ramener Beck vivant de la montagne allait exiger quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'alpinisme. Alors que Beck luttait pour survivre sur la montagne, sa femme Pitch réalisait un véritable miracle. De retour à Dallas, après avoir reçu l'appel annonçant que Beck était mort, puis avoir appris quelques heures plus tard qu'il était en vie mais injoignable, Pitch est passée à la vitesse supérieure. Elle a contacté la sénatrice Kay Bailey Hutchison et sollicité le chef de la minorité au Sénat, Tom Daschle. Elle a sollicité le département d'État, qui a prévenu l'ambassade américaine à Katmandou. Mais voici le problème. Ce que Pitch demandait était impossible, littéralement impossible. Beck devait être évacué par hélicoptère depuis environ 6050 mètres. Et les hélicoptères ne peuvent tout simplement pas voler à cette altitude. L'air est si raréfié qu'ils ne peuvent pas produire assez de portance pour rester en vol. Plusieurs pilotes civils d'hélicoptères très expérimentés avaient déjà refusé la mission. Ils disaient que c'était impossible. Mais le 13 mai 1996, des responsables de l'ambassade ont retrouvé un pilote au Royal Nepal Golf Club. Il s'appelait le lieutenant-colonel Madan Khatri. Il était membre de la caste des guerriers du Népal, une désignation qui porte un poids culturel important et exige un code d'honneur personnel. Lorsque les responsables de l'ambassade ont expliqué la situation et l'ont en quelque sorte mis au défi de prouver son courage, la réponse de Madan Khatri a été immédiate. Il a dit « Je vais faire cela, je vais sauver Beck ». La suite semble tout droit sortie de Mission Impossible. Madan a retiré tout l'équipement inutile de l'hélicoptère pour réduire le poids. Il a volé seul, sans copilote ni équipage, avec seulement quelques minutes de carburant de réserve. Il volait à quelques pieds du sol pour maximiser la densité de l'air sous les rotors.
Et puis, il a poussé cet hélicoptère au-delà de ses limites recommandées, volant dans des conditions de tempête de neige sévères, avec des rafales de vent entre 20 et 70 miles par heure et des températures à moins 50 degrés Fahrenheit. Les alpinistes du camp 1 ont vite dégagé une zone d'atterrissage plate. Ils ont tracé un X dans la neige avec de la poudre Kool-Aid, faute de mieux. Madan a tourné plusieurs fois en rond, évaluant si l'atterrissage était même possible. Puis il a fait descendre l'hélicoptère. Le premier passager était Makalu Gao, un alpiniste taïwanais qui était lui aussi dans un état critique. Beck, bien qu'il soit lui-même dans un état désespéré, a cédé sa place. Il a déclaré plus tard « ça paraissait juste sur le coup, mais quand l'hélicoptère est parti avec Makalu, je dois vous dire que j'avais le moral au plus bas, car je ne pensais pas qu'il reviendrait. » Madan Katrichetri est bien revenu et a atterri une seconde fois à près de 6000 mètres d'altitude. Beck Withers a été hissé à bord et l'hélicoptère a rejoint le camp de base de l'Everest, puis Katmandou. Le sauvetage détient le record du plus haut atterrissage et sauvetage en hélicoptère. Pour son héroïsme incroyable, Madan Katrichetri a reçu la Nepal Tara, l'étoile du Népal, la plus haute distinction militaire du Népal. Mais à l'hôpital de Dallas, Beck a dû faire face aux conséquences médicales brutales de sa survie. Les engelures ont entraîné près de 12 opérations l'année suivante. Son bras droit a été amputé entre le coude et le poignet. Les 4 doigts et le pouce de sa main gauche ont dû être amputés. Les chirurgiens ont façonné ce qui restait en une moufle fonctionnelle. Des parties des 2 pieds ont nécessité une amputation. Les chirurgiens ont même dû reconstruire le nez de Beck. Les tissus étaient complètement morts, laissant un trou béant dans son visage. Ils ont prélevé de la peau et des tissus sur son front et les ont rabattus vers le bas pour reconstruire son nez. Beck a littéralement eu son nouveau nez qui poussait sur son front pendant des mois, pendant que les tissus développèrent de nouveaux vaisseaux sanguins. Mais Beck a survécu. Il était même retourné travailler comme pathologiste environ 4 mois après ses amputations. Travaillant avec un assistant médical qui fournissait la dextérité fine que ses doigts manquants ne pouvaient d'un plus assurer. Et voici la chose la plus remarquable, la dépression chronique mettant sa vie en danger. Ce chien noir qui avait poursuivi Beck plus de 20 ans a simplement disparu. Il n'était plus là. Beck a dit « Les choses qui me rendaient malheureux et me poussaient ont presque toutes disparu. J'ai réussi à me débarrasser de ce fardeau et je suis une personne beaucoup plus heureuse et bien plus en paix que je ne l'ai jamais été dans ma vie. » Beck décida alors de consacrer toute son obsession, son énergie et sa détermination à devenir l'homme que sa famille méritait. Et la transformation était réelle et profonde. En 2015, près de 20 ans après l'Everest, Beck et Pitch étaient toujours ensemble dans leur maison du nord de Dallas. Beck était devenu un grand-père qui adorait ses petits-enfants. Ses enfants adultes vivaient à proximité. Le mariage qui allait vers le divorce en 1996 n'avait pas seulement survécu, il avait prospéré. Voilà donc l'histoire de Beck Withers, un homme qui a passé des décennies à fuir sa famille, utilisant les montagnes pour échapper à sa dépression. Un homme qui a été déclaré mort 2 fois sur la plus haute montagne du monde. Un homme ayant perdu ses mains, son nez et des parties de ses pieds, mais ayant trouvé la paix, le lien avec autrui et compris que ce qu'il cherchait l'attendait chez lui depuis toujours. Ce sont ces choses qui me rappellent l'incroyable capacité des humains à survivre et à se transformer. Survivre à des situations impossibles et devenir meilleurs grâce à ce que nous avons enduré. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.